Et justement, pour clôturer cette belle journée, qui de mieux que la personnalité politique préférée des Français, a priori selon le dernier classement sur le sujet, Monsieur Dominique de Villepin. Merci à tous, je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui pour discuter de choses difficiles. La géopolitique bien sûr, mais enfin je n'ai pas voulu venir ici sans aborder ce qui vous réunit, c'est-à-dire le risque technologique dans un monde qui change. Donc je vais vous imposer un pinceau dont je m'excuse à l'avance, quelque chose de bien lourd. Dans ma région on appelle ça un étouffe chrétien, mais ça étouffe toutes sortes de tempéraments. Donc j'espère que ce ne sera pas trop indigeste. Nous sommes en effet à un moment tout à fait vertigineux de notre histoire et vous, les acteurs de la technologie, de la cybersécurité, de l'innovation, vous vous retrouvez sans le vouloir au cœur d'un véritable cyclone. Et de votre vision des enjeux qui sont devant nous, de votre réaction, découlera la concrétisation de la transformation du monde et des nouveaux rapports de puissance. Avant d'entrer dans la question difficile des enjeux technologiques, des nouveaux rapports de puissance, et notamment du techno-impérialisme qui différencie le Trump d'hier du Trump d'aujourd'hui, je crois qu'il est néanmoins nécessaire de fixer les cadres de ce qui se déroule sous nos yeux et qui est un véritable changement du monde. Le monde a beaucoup changé dans les dernières décennies, mais là, on assiste à une accélération. Le monde change non seulement tous les jours, mais toutes les heures. Si vous regardez votre portable à l'heure qu'il est, vous verrez que les choses se compliquent en ce qui concerne l'Ukraine. Ce qui pouvait paraître comme un accord de cessez-le-feu facile à signer se révèle à Moscou quelque chose de beaucoup plus complexe. Les règles mêmes du jeu mondial sont en train de se transformer radicalement et nous entrons dans un monde de toute évidence beaucoup plus dangereux. Les risques de guerre ou d'escalade sont plus nombreux. En Europe, nous faisons face à l'effondrement de l'architecture de sécurité de l'après-1945, de l'après-1991, avec le regain depuis 2014 des aspirations impériales de la Russie, qui est bien sûr nostalgique du glacis continental de l'Union soviétique. Un risque qui est aggravé par le revirement américain qui marque l'abandon par les États-Unis de leurs alliés traditionnels, et à commencer par les alliés européens. Au Moyen-Orient, tous les cadres politiques volent en éclats et aujourd'hui, les radicalités se nourrissent mutuellement pour fermer tout chemin à la paix. Mais surtout, à l'échelle du monde, l'idée d'une troisième guerre mondiale n'est plus une absurdité, ce qu'on appelle le piège de Thucydide, selon lequel la puissance hégémonique sortante, en l'occurrence les États-Unis, confrontée à une puissance rivale montante, la Chine, est en train de se refermer sur nous. Et l'on sait, selon ce piège de Thucydide, que dans la majorité des cas, cela se termine par une guerre. Le trumpisme aujourd'hui aggrave les risques de confrontation violente à moyen terme parce qu'il fait de ce face-à-face un enjeu existentiel pour les États-Unis et qu'aucun Américain ne pourra ignorer désormais un risque ainsi perçu. Parce que son agitation risque de pousser la Chine à la faute, car elle ne peut se permettre d'apparaître faible et elle peut mal interpréter les actions de son rival. La stratégie d'endiguement agressif, déjà engagée par les prédécesseurs de Donald Trump, ne marche pas, on l'a vu avec Barack Obama. Ce qu'on voit aujourd'hui de la politique sur les semi-conducteurs, destinée à freiner l'innovation chinoise, en coupant son accès aux puces de dernière génération, semble avoir produit exactement l'effet inverse, une accélération formidable de ses capacités de production. Huawei et SMIC montent en puissance sur les puces de moins de 7 nanomètres, capables désormais de taux de fiabilité doublés en quelques années à 40%, c'est-à-dire pas très loin des standards mondiaux. Donald Trump aggrave le risque de confrontation, enfin, parce qu'il isole les États-Unis
et hâte par sa politique le déclin qu'il voulait éviter. Le Nouveau Monde se résume aujourd'hui à un réarmement généralisé. Nous assistons à une prolifération nucléaire à la fois horizontale et verticale. Horizontale parce que les États qui n'ont pas l'arme atomique ont compris la leçon de l'Ukraine, la leçon à tirer de ce mémorandum de 1994 par lequel l'Ukraine avait abandonné ses armes nucléaires. Ils ont compris que la seule garantie durable, c'est de disposer de sa propre force et au détriment de la sécurité globale dans bien des cas. Et donc, disposer de la force nucléaire comme élément dissuasif, et c'est pour cela qu'on entend aujourd'hui, en ouvrant son journal, que la Pologne s'interroge, qu'un certain nombre de grands pays du Moyen-Orient s'interrogent, et on comprend mieux pourquoi certains petits ou moins petits États essayent de s'accrocher à cette idée de la détention du nucléaire pour au moins sanctuariser leur position géographique. Mais il y a aussi un risque de prolifération verticale parce que les types d'engins et les types de vecteurs se transforment et modifient profondément l'évolution. Les États-Unis engagent ainsi 1 700 milliards de dollars sur une décennie pour la modernisation de leur arsenal. La Chine envisage probablement un quintuplement de ses ogives sur une décennie. Nous assistons donc, en plus, au-delà de cet armement nucléaire, à un armement massif sur le plan conventionnel. La perspective globale est bel et bien une augmentation de 1,5 à 3 points du PIB européen consacré à la défense en Europe, une dépense totale de 5% du PIB. Cela signifie 500 milliards d'euros supplémentaires chaque année. Or, les courses aux armements, une fois engagées, conduisent presque toujours à leur utilisation. Nous entrons de surcroît dans un monde plus incertain, et cela a 2 conséquences. D'abord, rien n'est sûr, c'est un handicap pour la planification de long terme et pour toute activité demandant une stabilité élevée. Or, en Europe, ce besoin est existentiel, parce que nous sommes un ensemble juridique complexe aux couches administratives et aux couches juridictionnelles multiples, nécessitant du temps pour faire infuser les décisions. Parce que nous sommes et que nous resterons un agglomérat d'États et pas un État fédéral unique. La négociation et le compromis sont cruciaux pour l'Union européenne et nous l'avons appris à travers plus de 15 ans de crise. L'imprévisibilité est un besoin vital. Par contre, pour Donald Trump, c'est sa martingale politique et il l'a théorisé pour maintenir sa liberté de mouvement et sidérer toute opposition. C'est en quelque sorte la stratégie du fou qui estime que tout doit se déterminer par rapport à lui, ce qui fait de lui le maître du jeu. Ensuite, non seulement rien n'est sûr, mais tout est possible. Et l'on voit aujourd'hui les États-Unis capables de voter à l'Assemblée générale avec la Corée du Nord. Il s'agit donc, à partir de cette situation troublante, d'envisager des scénarios multiples. Il y a des scénarios impensables qui deviennent possibles. C'est la première catégorie. Aujourd'hui, une alliance civilisationnelle et réactionnaire des États-Unis et de la Russie pour convertir dans un premier temps une Europe jugée décadente et faible, et ensuite mener l'Occident contre la Chine. Dans un premier temps donc, et c'est un des éléments de la stratégie de certains proches de Donald Trump, serait de décrocher l'Europe, de décrocher d'abord, pour pouvoir décrocher l'Europe, de décrocher la Russie de la Chine. Donc vous voyez, c'est un mouvement tournant d'enveloppement par lequel et la Russie et les États-Unis parviendraient à effacer en quelque sorte l'Europe. C'est le miracle des 3 Occidents réunis sous la houlette, espère-t-il, de Donald Trump. Il y a un scénario, deuxième scénario, terrifiant, c'est celui de l'affrontement total avec la Chine, car l'on sait
que culturellement, il y a assez peu de chances que la Chine, quoique prudente, ne cherche pas, elle aussi, à renvoyer la balle. C'est une question de face pour ceux qui connaissent l'Orient, pour ceux qui connaissent la Chine. On n'humilie pas, et quand on humilie, en général, on le paye cher. Il y a, troisièmement, des scénarios opportunistes. C'est la logique du transactionnalisme. Rien ne peut être exclu dès lors que Washington aura décidé que c'est à son avantage, y compris un condominium américano-chinois, avec une nuance. Pour la Chine, tout est toujours présenté comme gagnant-gagnant. Pour Donald Trump, il faut que l'Amérique gagne d'abord. Enfin, il y a des scénarios exigeants, celui d'une multipolarité croissante, d'une réelle politique d'air d'influence mesurée par les rapports de puissance. Il faut donc engager des politiques anticipant toutes ces éventualités, sans tout miser sur un seul scénario. La réponse, c'est la plus grande indépendance possible, c'est-à-dire un dérisquage économique mondial, une réindustrialisation à large spectre et un partenariat avec nos voisins et partenaires naturels au Maghreb ou en Turquie. Une revue de toutes nos vulnérabilités et une augmentation de nos moyens propres sur 5 secteurs. C'est aussi, et c'est la deuxième clé de l'indépendance après la stratégie du dérisquage. Quels sont ces 5 secteurs qui constituent aujourd'hui nos vulnérabilités par rapport aux États-Unis? Bien sûr, d'abord la monnaie, le dollar, parce que le dollar n'assure plus sur le marché mondial un service public de la stabilité, ce qui est en général la fonction d'une monnaie de réserve, mais une prédation finançant les déficits américains avec l'argent du vaste monde. Deuxième secteur, c'est le droit, parce qu'il faut s'affranchir de toutes les formes d'extraterritorialité liées au dollar ou aux données. Troisième, la finance, car il est illogique que l'épargne européenne abonde des fonds américains rachetant des actifs européens. Quatrièmement, l'industrie de défense. Dans les 5 dernières années, entre 55 et 65% dans le cas de l'Ukraine, des achats d'armement européens sont allés vers des producteurs américains, aggravant la spirale de dépendance. Enfin, dernier élément marquant notre dépendance et qui doit donc être changé, l'indépendance technologique, et je vais y revenir dans un instant. Plus dangereux et plus incertain, le nouveau monde est également plus rapide. Nous sommes dans la grande accélération du monde. Ce qui définit le mieux le trumpisme, c'est le refus fanatique de toute limite. Au moment même où notre monde rencontre ses propres limites. C'est ce que les Grecs auraient qualifié d'hubris, de tragique démesure, qui est, pour les Grecs, la véritable malédiction de la condition humaine. C'est un extractivisme qui redouble dans la logique d'épuisement des ressources qui a conduit au réchauffement climatique, c'est le fameux drill, baby drill. C'est un technologisme également qui veut dépasser toutes les limites de l'humanité par des solutions technologiques. La technologie aurait réponse à tout. L'intelligence artificielle, les interfaces corps informatiques comme Neuralink. Aussi, c'est un absolutisme des pouvoirs, du pouvoir du chef auquel rien ne doit résister et rien ne doit s'opposer. Enfin, c'est un égoïsme qui mesure toute relation entre personnes ou entre nations à l'aune du seul profit immédiat, le gain, le bénéfice qu'on peut tirer. L'incarnation de cette transformation imprévisible, dangereuse, rapide du monde, c'est bien la technologie. Il faut se méfier des conceptions linéaires de la puissance qui sont souvent contre-productives, voire faussées. La puissance peut réduire la liberté de son détenteur et finalement être une cage condamnant aux surenchères du toujours plus. C'est la clé du techno-impérialisme trumpiste, un culte de la puissance pour la puissance. Pour le pouvoir politique, la tech fait figure de la nouvelle frontière, toujours repoussée dans le spatial, on rêve de Mars, dans les crypto-monnaies, on crée sa propre monnaie, et surtout, bien sûr, l'intelligence artificielle. Culte de la puissance aussi pour les entreprises de la tech américaine,
Le désir du monopole conduit à sa propre disparition en étouffant l'innovation. On veut se retrouver seul sur le marché et le dominer complètement. C'est vrai également pour la Silicon Valley tout entière. La logique suprémaciste impose une course à la supériorité absolue et irréversible, l'intelligence artificielle ou la suprématie quantique. Cette approche, il faut se l'avouer, est condamnée à l'échec parce que toute forme de puissance renforce son contraire. C'est ce que nous a appris l'histoire de l'humanité depuis ses débuts. En matière de suprématie quantique, regardez Thalès qui a développé l'an passé des logiciels post-quantiques avant même que le premier ordinateur quantique de grande dimension n'existe. C'est dire le degré d'accélération des progrès qui sont faits. Mais en matière de puissance militaire, c'est tout aussi vrai. La guerre asymétrique a été la réaction à la surpuissance d'armées nucléarisées mise en échec au Vietnam, en Afghanistan ou en Irak. La puissance peut également changer les conditions mêmes dans lesquelles elle s'exerce et devenir autodestructrice. Au-delà de certains seuils technologiques, la grammaire de la puissance ne sont plus les mêmes, comme en 1945, lorsque la bombe A donné à l'humanité le pouvoir de s'anéantir elle-même. La puissance ne peut pas tout, car ce n'est pas toujours la force brute qui l'emporte, il faut miser tout de même un peu sur la ruse et sur l'intelligence. C'est en quelque sorte la fable de la puce qui s'est faite aussi grosse qu'une GPU, l'histoire du moment Spoutnik déclenché par le chatbot de DeepSeek. Aux États-Unis, des monopoles ont considéré que la quantité brute de capacité de calcul, c'est-à-dire le nombre de GPU dont on pouvait disposer, était la mesure directe de la qualité de l'intelligence artificielle produite. Cela assurait la suprématie des 7 magnifiques. Seules quelques sociétés étaient capables d'investir dans des data centers à plus d'1 milliard de dollars pour 100 000 GPU, comme le Colossus d'Elon Musk, pour XI à Memphis. Cela assurait la suprématie américaine en contrôlant les GPU à travers Nvidia et en privant la Chine. Et pourtant, une entreprise chinoise a réussi à atteindre des résultats comparables à ChatGPT en pariant sur l'agilité des algorithmes avec un coût 40 fois moindre à l'entraînement et à chaque usage. Cette puissance linéaire, cette puissance aveugle, fragile, est dangereuse parce qu'elle est le contraire de la politique. Toute diplomatie fondée sur la suprématie technologique aboutit nécessairement à une logique d'écrasement ou à des courses aux armements parce qu'elle ignore le principe fondamental de la politique, qui est le jeu des équilibres, bons ou mauvais, précaires ou durables, avantageux ou non, mais des équilibres. Toute diplomatie de suprématie technologique refuse la coopération et favorise un isolationnisme généralisé qui augmente les risques de guerre. Toute diplomatie de suprématie technologique enfin conduit à des logiques de frappe préventive à cause des effets de seuil inhérents au cycle technologique. La froide raison impose de profiter de son avantage qu'on sait momentané. Je crois que nous, Européens, mieux que quiconque, nous avons conscience de ces dangers. L'Europe, vieille puissance technologique et qui le reste quoi qu'on en dise, a déjà connu la tentation de la suprématie technologique. Elle sait qu'au bout de la planche à dessin, il y a la diplomatie de la canonnière. Alors quelle est l'alternative ? Imiter les autres, c'est accepter la fuite en avant. Se retirer de la course, c'est renoncer à son indépendance. La tech est le nœud tragique de notre XXIe siècle. C'est donc l'heure pour l'Europe de choisir sa propre voie technologique fondée sur l'équilibre, la sécurité et la coopération. À cet égard, il faut se réjouir du réveil européen sans pour autant vouloir systématiquement imiter les États-Unis ou la Chine. Depuis un peu moins d'1 an, nous avons assisté à une cristallisation sur la question de la tech en Europe. Tout le monde appelle à une puissance technologique européenne.
Mais soyons vigilants et pragmatiques, l'idée d'une puissance européenne est trompeuse. Peut-être nous lançons-nous tête baissée dans une course que nous ne pouvons pas gagner. La puissance se concentre là où est le pouvoir. Or, en Europe, cela reste au niveau des États membres et une course à la technologie aboutirait nécessairement à une compétition intra-européenne destructrice. En matière de relations internationales, l'essentiel, contrairement à toutes les formes de sport, l'essentiel n'est pas seulement de participer. Peut-être encore faisons-nous advenir une forme de compétition de puissance qui n'a rien de désirable, même si nous devions la gagner. Car la leçon de l'histoire, c'est qu'on est vite captif des technologies qu'on a inventées. Qui veut d'un nouveau projet Manhattan et d'un nouvel Hiroshima? Peut-être enfin, n'y a-t-il pas une seule course, mais plein de compétitions, et des compétitions en parallèle. Et il s'agit donc de choisir celle où nous sommes le mieux préparés. On peut aller au JO et ne pas courir le 100 mètres, tout en gagnant le marathon. Il y a aujourd'hui deux grands modèles technologiques mondiaux. Il y a le modèle d'Achille, qui nous ramène à l'Iliade, le modèle de la tech américain fondé sur la force accumulée. Plus de dollars pour plus de puissance de calcul sur plus de données. L'autre modèle, c'est celui d'Agamemnon, qui caractérise la technologie chinoise fondée sur le pouvoir et le contrôle maximisé. Il s'agit d'assurer un déploiement planifié et centralisé autour d'objectifs nationaux contrôlés par le Parti communiste chinois. Il y a une grande illusion à vouloir décalquer le modèle américain ou le modèle chinois. Aurons-nous un grand marché unifié linguistiquement? Non. Le commerce entre États de l'Union est moins de la moitié de ce qu'est le commerce entre États des États-Unis. Aurons-nous un pouvoir unique capable de diriger les investissements ou achats massifs vers quelques endroits où personne choisit? Non. Et ce n'est pas souhaitable. Il faut donc, une fois de plus, construire un modèle ad hoc, un modèle sui generis, un modèle décentralisé mais articulé, fondé sur la liberté d'entreprendre, mais aussi sur la responsabilité, centré sur les citoyens, mais tourné vers l'innovation. Être fidèle à la voie européenne, c'est chercher le bon point d'équilibre. Il y a à trouver un premier point d'équilibre entre la dimension entrepreneuriale et la dimension politique de la tech pour éviter que quelques groupes ne détiennent un pouvoir disproportionné sur la cognition, les émotions et donc sur nos démocraties. La définition d'une liberté et d'une sécurité cognitive doit protéger les citoyens de l'influence excessive des écrans et des biais algorithmiques. Faut-il réguler l'accès des enfants aux écrans? Faut-il intensifier l'éducation à leurs usages et à l'intelligence artificielle? Il y a un défi politique avec l'ascension d'une oligarchie de la tech. Aux États-Unis, elle a été réglée par l'allégeance de la tech à la nouvelle technomonarchie. Qu'on pense à Mark Zuckerberg, à Jeff Bezos, en échange du maintien du contrôle économique. En somme, on a séparé le politique de l'économique au profit du politique. En Chine, la mise en pas s'est faite un peu plus tôt, vers 2017-2020, avec la décision réfléchie des dirigeants du parti de casser l'ascension de figures trop puissantes par l'intimidation ou par l'incarcération. Jack Ma en a été l'un des symboles. On a fusionné économique et politique, là encore, au profit du politique. En Europe, on peut dire que la régulation a par avance évité d'avoir à se poser la question en empêchant l'émergence de magnats de la tech de dimension continentale. Cela reste un atout, nous voulons un vivier entrepreneurial et pas une oligarchie. Il faut trouver un deuxième point d'équilibre entre les acteurs du marché pour empêcher les logiques de monopole sans pour autant se condamner à une Europe de nains de jardin. Il faut réviser la politique de la concurrence sans la démanteler, car cela servirait surtout des acteurs non européens. Il s'agit surtout de permettre aux pépites européennes de grandir sur leur propre marché, un Buy European Act
permettrait de diriger la demande publique vers des acteurs européens. Être fidèle aux Européens, c'est rechercher leur sécurité. Il y a, à mon sens, 5 exigences d'indépendance qui tracent une feuille de route ambitieuse. La première indépendance, c'est celle des idées. Nous devons renforcer la qualité de nos institutions d'enseignement supérieur et de recherche, qui sont déjà parmi les meilleures au monde. Comme sur les autres sujets, nous devons plaider pour un modèle décentralisé, divers, misant sur l'optimisation de la circulation des idées et des personnes, plus que sur la massification. La compétition pour la main-d'œuvre qualifiée sera le nerf de la guerre. Or, les salaires en sortie d'école ne sont tout simplement pas comparables aux États-Unis. Il va falloir freiner le brain drain en y mettant les moyens. La compétition pour les brevets sera également un élément décisif. Nous avons mis en place un brevet européen qui est emblématique de l'approche européenne à entrées multiples. La compétition pour les algorithmes plaide pour la nécessité de disposer de modèles de langage européens et non seulement de se contenter du développement d'applications à partir de modèles non maîtrisés. Cela justifie un investissement massif. La deuxième indépendance, c'est celle des équipements. À l'heure des attaques cyber et des attaques physiques répétées, nous devons protéger ensemble les infrastructures essentielles de flux et de stockage des données. Câbles sous-marins, data centers, équipements, 4 et 5G, constellations satellitaires, y compris à travers une agence intergouvernementale chargée de les répertorier et de les surveiller. Les équipements, ce sont aussi les semi-conducteurs, et nous devons renforcer une filière indépendante européenne grâce aux néerlandais ASML et aux franco-italiens ST Microelectronics. Il s'agit aussi de maîtriser la filière en ayant accès à des matières premières sûres et suffisantes, le cuivre, le lithium, le cobalt, les terres rares, grâce à des fonds spécialisés comme le fonds métaux critiques d'Infravia, soutenu par les pouvoirs publics. La troisième indépendance, c'est celle de l'énergie. Le président de la République l'a évoqué lors du sommet de l'IA avec le slogan « Plug, baby, plug ». C'est un triple défi pour nous. Un défi de lisibilité sur les quantités d'énergie disponible, mais aussi sur leur prix. Il est temps d'avancer sur un marché unique de l'électricité en Europe. Mais c'est aussi un défi de quantité d'électricité verte. L'intelligence artificielle dans le monde en 2026 consommera autant d'électricité que l'Allemagne et la France réunies. À l'heure de la décarbonation et de la transition vers les véhicules électriques, il va falloir massivement investir dans la production. Enfin, un défi de sécurité, pour ne pas dépendre d'une seule source. En France, cela ouvre évidemment la question de l'extinction du parc nucléaire. La quatrième indépendance, c'est celle des données personnelles et industrielles, au cœur de tout modèle de souveraineté numérique. Il s'agit d'écarter toute extraterritorialité et d'avancer sur le cloud de confiance, et ce, à travers des certifications soutenues et initiées par la France, comme SecNum Cloud, mais il s'agit aussi d'élever le niveau de protection cyber, en renforçant le chiffrement face aux attaques malveillantes et criminelles en forte hausse, en nombre et en préjudice. Le déploiement du cloud et de l'intelligence artificielle modifie en profondeur le paysage de la cybersécurité. La cinquième indépendance, c'est celle des filières économiques de la tech. Cela suppose une vigilance particulière sur les investissements étrangers dans les domaines technologiques, à partir de la procédure cadre de screening des investissements directs en Europe, encore renforcée par la Commission en 2024. Il faudra à terme envisager un droit de veto. Cela suppose de créer un marché unique du capital-risque grâce à l'union des marchés de capitaux dans le cadre de la boussole stratégique européenne pour permettre aux start-up de passer à l'échelle. Il s'agit aussi d'européaniser les tours de table à l'heure où 40% des tours de table en Europe impliquent au moins un investisseur extra-européen. Enfin, être fidèle à l'esprit européen, c'est faire de la technologie une plateforme mondiale de coopération.
Les Européens, sur cet enjeu, sont face à 3 dilemmes. Au fond, le premier dilemme des diplomaties est le même que celui des start-up de l'IA. C'est celui du choix du modèle. Faut-il développer vis-à-vis des technologies un modèle national propriétaire ou un modèle open source et partageable? L'Europe a vocation à privilégier un modèle de plateforme open source, comme elle le fait avec Mistral, car l'un de ses principaux atouts est dans le développement d'intelligence artificielle agentive aux applications spécifiques. Le deuxième défi, c'est celui de la régulation. Faut-il déréguler pour libérer l'innovation, mais en perdant le contrôle de son impact sur les citoyens, sur les États, sur la démocratie et sur le marché du travail, ou faut-il maintenir des règles, quitte à accepter que cela ralentisse aussi les entreprises européennes, mais moins que les entreprises rivales américaines ou encore chinoises? Il y a une sorte de fausse évidence autour des excès de la régulation. La Chine n'est pas vraiment un environnement sous-régulé. Et pourtant, elle talonne les États-Unis, c'est bien que ce n'est donc pas le facteur décisif, handicapant. Il faut ainsi trouver un équilibre, car c'est vrai que la régulation est coûteuse. Pour les petites entreprises de la tech, la compliance avec la RGPD pourrait réduire les profits de 12%. Le troisième dilemme, c'est celui de la polarité mondiale entre une approche bipolaire du monde, qui met l'Europe aux côtés de l'Amérique pour freiner l'ascension chinoise, ou une approche multilatérale qui oblige à plus de solitude, mais permet un multilatéralisme renouvelé. Cela signifie œuvrer à un multilatéralisme efficace, avec un traité de l'intelligence artificielle fixant les grands principes sur le modèle des précédents des traités majeurs, comme celui de non-prolifération ou celui de l'espace en 1967. Cela signifie renforcer les partenariats avec des pays comme l'Inde, acteurs d'équilibre décisif dans le monde à venir. Cela signifie faire de la technologie un axe de la politique de développement vis-à-vis de l'Afrique, par exemple en favorisant l'émergence d'une université panafricaine d'excellence en mathématiques et en sciences d'informatique, par définition, par le biais des coopérations, par le jeu des entreprises travaillant de ce côté de la Méditerranée et de l'autre. C'est un bénéfice important que tirerait l'Europe. Vous le voyez, des problèmes nombreux, des enjeux essentiels. Souhaitons que notre pays, la France, soit capable d'y faire face avec l'unité nécessaire dans ces moments difficiles et en partenariat avec tous nos amis européens. Je vous remercie.